Le Bénin veut s'inscrire dans l'amélioration des deux secteurs vitaux, à savoir l'eau et l'énergie. C'est pourquoi le gouvernement du Nouveau Départ, à travers le Salon international de l'énergie et de l'eau, veut mettre toute son énergie sur ces deux secteurs pour le bien-être des populations et le développement qui prend part une nouvelle croissance économique. À l'occasion, le ministre de l'Énergie et de l'eau a rappelé la situation actuelle de ces deux secteurs. En effet, à l'instar de la majorité des pays d'Afrique du Sud du Sahara, les populations du Bénin vivent dans un inconfort hydrique et énergétique qui se caractérise par un faible taux d'accès à l'eau et à l'électricité, des coupures intempestives d'électricité, même si vous avez noté des améliorations et on continuera à travailler pour que ça soit durable et que ces souffrances soient derrière nous, de trop grandes variations de tension, des erreurs de facturation fréquentes et qui nécessitent qu'on mette suffisamment d'énergie et de conscience dans les processus d'élaboration donc de ces éléments clés de la qualité de service. Une crise énergétique qui déverse ses conséquences directement sur le secteur de l'eau, ne favorise pas la compétitivité, la croissance et partant le développement. Se référant à l'initiative de ce salon, les enjeux, les défis et les perspectives sont appréhendés. Je vais en citer quelques-uns. La nécessité d'une gestion économique des deux secteurs, une meilleure organisation de l'ensemble des processus qualité, l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'eau, l'accroissement de la capacité nationale de production d'électricité et d'eau, et Dieu sait que le gouvernement du Nouveau Départ n'a pas tardé à s'impliquer massivement dans ces améliorations-là. Les conditions à remplir pour un développement durable n'ont pas été occultées non plus. 1. La mise en place d'une bonne et cohérente planification des activités dans les deux secteurs qui mérite et nécessite une bonne gouvernance. Je dis bien une bonne gouvernance. Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin, première édition, une plateforme d'opportunités offerte par le couple eau-énergie. Au Bénin, près de 8 enfants sur 10 au nord et 6 enfants sur 10 au sud sont touchés par cette carence en vitamine A. La vitamine A est l'un des micronutriments essentiels pour le fonctionnement de l'organisme. Elle permet à l'enfant de bien grandir tout en renforçant son état immunitaire et le protège contre les maladies les plus meurtrières que sont la rougeole, la diarrhée, les infections respiratoires, etc. Son rôle est fondamental dans la vision et la santé oculaire. Sa carence entraîne la cécité nocturne. À la suite du premier passage de l'administration de la vitamine A, lors des journées nationales de vaccination contre la polio d'avril 2016, ce second passage de supplémentation en vitamine A est associé au déparasitage de tous les enfants de 12 à 59 mois. Ainsi, pendant 3 jours, c'est-à-dire le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18 décembre 2016, les agents distributeurs passeront dans vos ménages respectifs pour administrer gratuitement de la vitamine A à tous les enfants de 6 à 59 mois et donner des comprimés d'albendazole à ceux de 12 à 59 mois. J'invite donc les parents d'enfants à présenter tous les enfants de 6 à 59 mois aux agents distributeurs afin qu'aucun enfant cible ne soit laissé pour compte. Je demande aux parents d'insister pour que tous les enfants de 12 à 59 mois reçoivent à la fois la vitamine A et l'albendazole afin de permettre à nos enfants de rentrer dans la nouvelle année en bonne santé et sans vers intestinaux. Ouverte depuis mardi dernier. Aujourd'hui, cet après-midi, que nous venons d'achever cette session statutaire donc consacrée au budget 2017 en votant
à l'unanimité des présents ce budget-là. Les caractéristiques de ce budget, comme vous le savez, les administrateurs ont surtout insisté sur tous les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accroître les recettes de l'Office. En dehors des services vendus qui vous donnent vos propres ressources, il y a évidemment les différentes subventions que l'État vous accorde. Une chose est d'accorder la subvention, une autre est pour l'administration de l'ORTB d'être efficace, d'être assez intelligente pour pouvoir consommer les crédits ouverts. Nous sommes à un moment où, cette année, nécessairement, il y aura de grandes transformations, de grandes mutations, parce que nous allons passer à la télévision numérique terrestre, ce qui implique des transformations, je dirais même une révolution au niveau de l'ORTB. Au niveau de l'ORTB, parce que l'ORTB deviendra une société éditrice de programmes, l'autodiffusion sera supprimée, donc il faut savoir gérer tout ça. Ce qui doit marquer l'année 2017, vous savez, dans un mois, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement sportif qui rassemble beaucoup de monde, que je dirais tous les Béninois adorent regarder. Les dispositions sont déjà indiquées, sont en train d'être prises pour véritablement offrir cette CAN 2017, donc dans un mois, au public béninois. Aussi bien dans son intégrité. Quelles sont les obligations à la charge des employeurs liées à la couverture sociale des travailleurs? Les questions de risques sociaux, de droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale expliquées aux partenaires de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Partenaires sociaux, c'est les responsables des écoles, l'instituts complexes scolaires et centres universitaires privés et publics qui bénéficient de cette séance d'information et de sensibilisation sur le régime général de sécurité sociale. Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale. Il se décline en plusieurs modules animés par différents cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale. La maîtrise des différentes démarches devra induire à terme l'amélioration des relations entre la Caisse nationale de sécurité sociale et ses partenaires que vous êtes. Les différents ordres de l'enseignement au Bénin présentent chacun des particularités, notamment la mobilité du personnel suite à des recrutements par l'État et l'utilisation des enseignants intervenant dans plusieurs établissements secondaires et universitaires. Avec vous, nous échangerons sur la conduite à tenir pour l'affiliation de cette catégorie de travailleurs ainsi que les formalités à remplir en vue du paiement des cotisations sociales et de la jouissance des droits aux prestations de sécurité sociale. Les experts comptables, les responsables des structures bancaires et d'assurance et les magistrats ont bénéficié par le passé de ce programme d'information et de sensibilisation sur les droits et devoirs des employés et des employeurs. Evelyne Kakpo, étudiante handicapée en première année de philosophie à l'université d'Abomey-Calavi, vient de recevoir son enveloppe financière contenant une somme de 110 000 francs CFA. Pour elle, c'est un geste salvateur. Ça va m'alléger les difficultés relatives aux études, c'est-à-dire l'achat des livres à mes parents. Ce qu'ils devaient faire à ma faveur, ça va leur permettre de laisser ces sous-là pour les études de mes frères. Comme elle, des dizaines d'étudiants handicapés sans allocations universitaires bénéficient chaque année de cet élan de solidarité du gouvernement. Pour le compte de 2016, ils sont au nombre de 100 à en jouir. Et selon leur porte-parole, au-delà de la satisfaction, il reste à surmonter d'énormes difficultés. Difficultés d'accès aux amphithéâtres, faute de manque de rampes d'accès, inexistence de bibliothèques sonores pour les étudiants non-voyants, manque de traducteurs en langue de signes
pour les étudiants sourds. Le tout ne suffit pas d'avoir les diplômes. Quand on a les diplômes, on doit travailler comme les autres personnes qui ne prennent pas en compte notre condition d'handicap, que ce ne soit pas une barrière pour nous pour avoir accès aux emplois. Parlant de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, Adigatou Matisse, ministre en charge des Affaires sociales, rassure que le gouvernement en fait une priorité. Cette importante préoccupation n'est pas perdue de vue, évidemment. C'est pourquoi, dans notre marche progressive et irréversible vers l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, mon département ministériel a initié, avec votre contribution de qualité, un projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées pour laquelle les plaidoyers du gouvernement en vue de son adoption par l'Assemblée nationale sont en cours. 11 millions de francs CFA, c'est le montant total accordé aux étudiants handicapés. Par ailleurs, cette opération qui a démarré par l'Université d'Abomey-Calavi s'étendra aux autres campus du Bénin. C'est en mars 2009 que les chefs d'État de l'UEMOA ont signé l'acte fondateur du Conseil du travail et du dialogue social, un organe destiné à examiner et apprécier les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union. Il vise également à renforcer les mécanismes de consultation et de concertation tripartite. Le CTDS doit davantage œuvrer au renforcement du dialogue social. Il est vrai que le CTDS doit encore faire face à de nombreux défis dont le plus central demeure la nécessité de consolidation de la paix sociale dans notre espace communautaire. Le dialogue social et la paix ont un coût. L'UEMOA, qui est dans une démarche de rationalisation de ses charges, doit faire plus d'efforts pour soutenir le Conseil. C'est du moins le souhait émis par la présidente du CTDS, Bintou Koulibaly. L'institution qu'elle dirige peut bel et bien compter sur le partenariat dynamique du BIT. Les questions relatives à la bonne gouvernance font également partie des préoccupations du Conseil. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour insister sur la nécessité de poursuivre davantage les actions de renforcement des capacités des acteurs sociaux en vue d'améliorer la qualité du dialogue social pour des négociations collectives fructueuses et profitables à tous, surtout à la nation. Le dialogue social offre des réponses adéquates à la création d'un environnement socio-économique apaisé, gage du développement. Dans cet ouvrage, nous avons essayé de remonter à l'époque de la colonisation, tout en mettant en exergue les différentes réformes éducatives, et à travers d'abord l'Union africaine sous la colonisation actuelle, et avant de revenir sur la spécificité béninoise, où nous avons pu montrer que depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin, et les collectivités territoriales ont hérité de certaines compétences. Les communes béninoises ont pu construire des internats, ce qui n'était pas le cas en ce qui concerne les écoles publiques particulièrement. Elles ont pu doter également les dites écoles de cantines scolaires. Le livre n'est pas vraiment critique en ce qui concerne les politiques éducatives, d'autant plus nous savons qu'au niveau des compétences qui ont été alléguées aux collectivités territoriales, il n'y a pas le volet programme d'études, programme d'enseignement. C'est juste la gestion matérielle de l'éducation qui leur a été conférée à travers les lois de décentralisation. Et maintenant, pour vraiment prendre en charge le volet matériel qui leur a été accordé, les collectivités sont obligées d'aller chercher un complément de fonds. Mais malgré ce, nous avons remarqué qu'il y a une certaine émission de ces partenaires dans les politiques qui ont été allouées aux collectivités. Et aussi, nous avons pu dénoncer aussi un fait, c'est que pour un travail dont vous bénéficiez grâce à l'appui étranger, nous avons remarqué que l'apport des collectivités territoriales béninoises était insignifiante. Insignifiante en ce sens que leur apport est à la hauteur approximativement des 15%, ce qui ne devrait pas être le cas. Tous
les jours que Dieu fait, il y a mort d'homme. Sur les routes, c'est les braquages. C'est aujourd'hui, mais il y a une nouvelle forme qui a envahi notre commune, c'est le rançonnement. C'est pourquoi nous lançons ce cri de cœur. On a tous peur. Les femmes ont peur quand leurs enfants vont à l'école. Parce que ça se fait même de midi. Le dernier braquage que nous avons eu, c'est un vendeur de crédit. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Nous sommes menacés. Nous sommes apeurés. Nous sommes occupés par les gens mal intentionnés qui sont plus forts que nous. Parce qu'ils ont des armes. Il faut vraiment nous assister à Djougou. On est dépassés maintenant. Si on en parle, c'est parce qu'on est dépassé. Sinon, nous avons fait ce qu'on peut. On a fait. Les forces de l'ordre ont fait beaucoup de choses. On nous a déclaré la guerre, les bandits nous ont déclaré la guerre. Et nos moyens ne nous permettent pas de faire face à cette guerre-là. Il faut que l'État vienne nous soutenir pour que nous gagnions ensemble la guerre. Attendu qu'en 2014 déjà, à Adjoum, lors de la 4e édition, les membres de la coordination de la fête de Wemekwe ne parlaient plus de même langage. Le collectif des maires de la vallée de l'Ouémé n'est pas allé du dos de la cuillère. Dans la polémique autour du tissu de la 8e édition des retrouvailles des fils et fils de la vallée de l'Ouémé, Wemekwe, les maires tranchent. Vu que la fête de Wémenou est un creuset de retrouvailles des filles et fils de la région Wémé, en vue de la culture et la promotion de la fraternité, disons que la voie de règlement choisie par la coordination n'est pas en phase avec l'idéal poursuivi par le Wemekwe. Que Dame Naïma Tokoton mérite d'être traitée autrement pour être aussi une fille authentique de Wémé. Que l'association que constitue le Wemekwe est régie par la loi de 1901 et qu'en tant que telle, elle ne peut se donner un registre de commerce. Appelons les parties en conflit à se référer aux canaux légaux d'écoulement de leurs produits. Ils mettent par conséquent en garde toute personne qui pourrait tenter de remettre en cause la présente décision. Invitons les Wémenou au calme, à la sérénité et à acheter le tissu le mieux avantageux pour eux. Enjoignons à la coordination de convoquer immanquablement, courant mars-avril 2017, un congrès extraordinaire pour le règlement définitif de la gestion des tissus pour les éditions à venir. Avec cette sortie médiatique, les autorités des communes de Bonou, de Dangbo, d'Adjoum et des Agégué déclarent vouloir marquer leur neutralité dans la crise qui oppose les membres de la coordination de Wemekwe. C'est ici, au Centre des jeunes et loisirs de Pobé, que la 7e édition du FESDAC, le Festival départemental des arts et de la culture, des départements de l'Ouémé et du Plateau, a pris ses quartiers. Pendant 3 jours, les arts et la culture de la région devraient s'exprimer dans leur plus grande diversité. La culture, c'est la vie. C'est le poumon d'un territoire, ce qui fait respirer le monde. Elle doit être partout. La culture, c'est aussi une des plus belles manières de resserrer les liens entre les générations. Nous ne devons pas oublier nos artistes, nous ne devons pas oublier la culture. Notre culture est très importante. Tout pays, n'est-ce pas, se fait connaître à travers sa culture. Chaque pays, chaque nation a sa culture. Donc c'est un point crucial sur lequel je voulais mettre l'accent et sur lequel je prierai beaucoup nos autorités, n'est-ce pas, à réfléchir pour que désormais il y ait plus de considération. Cette année, les organisateurs de l'événement l'ont placé sous le thème « Culture et développement pour un nouveau départ ». Un thème qui sonne comme une invite des conseils communaux, quelque peu indifférents à la promotion de l'art et de la culture de leur localité, à en faire un instrument de développement. S'il n'y a pas de compétition au niveau communal, comment voulez-vous que ces artistes-là viennent au niveau départemental ? L'État, avant de dépenser sur quel artiste que ce soit, et que l'État veut se rassurer que celui-là, il a un bon produit. Ces talents-là sont sortis de ces genres d'occasions, c'est-à-dire de ces occasions que sont les FESDAC. Donc, si ces artistes ne participent pas, comment est-ce que l'État peut arriver à les reconnaître ? Ils ne participent pas parce que leurs mairies n'ont pas les moyens pour les envoyer. Le FESDAC offre annuellement l'occasion aux animateurs du secteur des arts et de la culture des 2 départements de montrer à la face du monde les potentialités qui sommeillent en eux.
Les participants à cette 7e édition du FESDAC, le Festival des Arts et de la Culture des départements de la Takora et de la Donga, mettent les bouchées doubles pour une meilleure représentation. Cette édition est placée sous le thème « Culture et développement pour un nouveau départ ». Légué de génération en génération, ce patrimoine ne peut maintenir son dynamisme que si et seulement si son substrat est conservé à travers les âges et s'il est également perçu comme levier de développement socio-économique des dépositaires. Les artistes participants, ce sont ceux-là qui ont été sélectionnés au niveau de leur commune à raison de 8 de la danse et musique traditionnelle, 8 pour la danse et musique moderne, 8 pour le théâtre, 2 pour le conte, 1 pour la peinture, 1 pour la sculpture, c'est-à-dire ce que nous appelons art plastique, et aussi 1 pour la photographie d'art. Au-delà d'une simple rencontre festive, le FESDAC est un espace réservé aux créateurs d'œuvres d'esprit pour émerveiller non seulement le public, mais aussi les membres du jury avertis. Il faut que nous revenions pour reprendre notre culture afin que nous existions au concert des nations. Écrivez votre nom en majuscule. Ce que vous savez faire, là, prenez ça, perfectionnez à la hauteur de vos niveaux maintenant. L'art et la culture sont de nos jours non seulement un moyen d'épanouissement, de distraction et de réjouissance, mais aussi constituent une profession très lucrative qui crée des richesses de par le monde entier. J'en veux pour preuve les grandes stars de la musique et de toutes autres disciplines, ainsi que les grandes firmes du domaine qui brassent des milliards de francs et génèrent des emplois énormément rémunérés. Aujourd'hui, il est reconnu qu'aucun développement ne peut se mener sans avoir pour base l'art et la culture. À l'issue de la compétition de 48 heures, 2 lauréats seront sélectionnés par discipline pour la phase nationale. Les savoirs endogènes constituent la culture de tous. Et c'est à travers l'émission La Tribune du Savoir que l'animateur Florentin Aniambossou révèle au grand public les fruits des recherches africaines. Une émission de promotion des savoirs endogènes. C'est une émission radio, c'est une émission qui fait la promotion des savoirs endogènes, de tout ce qui a trait à l'endogénéité, tout ce qui a trait à la spiritualité sous diverses formes. Voilà, nous recevons donc sur l'émission depuis plusieurs années déjà des spécialistes de tout genre, sciences divinatoires et puis d'autres dérivés également, qui viennent donc depuis des années sur l'émission. C'est une émission radio, donc comme je le disais, et qui, à travers des thématiques, donc transmet des connaissances, enseigne, voilà, par rapport à leur domaine d'activité. Cela fait 9 ans que la Tribune du Savoir réunit les chercheurs endogènes. Ils viennent livrer des connaissances à retrouver nulle part ailleurs. Ce que ça vous apporte de façon tangible et concrète, ce sont les connaissances. Des choses que vous ne pourriez jamais retrouver ailleurs, mais que vous ne pourriez retrouver que ces jours-là ou ce jour-là, parce que jamais vous ne pourriez retrouver sur un même podium la quasi-totalité de ces spiritualistes, de ces sachants. C'est donc un moment unique, un moment exceptionnel d'avoir sur un même podium, un même plateau, ces hommes-là, une bonne vingtaine, capables de vous transmettre ces connaissances-là. Les spiritualistes se donnent rendez-vous pour le vendredi 16 décembre 2016 au Hall des Arts, à Cotonou. Tout le monde peut faire le déplacement. Il ne s'agit pas ici de religion, il s'agit de transmission de connaissances authentiques et vraies. Des autorités et têtes couronnées venues assister au lancement des activités du siège des arts et de la culture à Misrété. Ce centre est une initiative de Symphorien Zanclan, alias Pidi Symph, un artiste de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ce que je viens de voir ici, là, c'est impressionnant. Pidi Symph, depuis des mois,
Il dit qu'il y a quelque chose qui vient et il va nous appeler, on viendra voir, il est en train de faire un travail. Sincèrement, moi je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais je suis venu, c'est ce que j'ai vu. Vraiment, c'est intéressant. Tous les jours, de samedi, dimanche, il aura spectacle. C'est un grand lieu de spectacle. Dans la zone, s'il faut parler, il n'y en a pas. C'est comme un hall des arts. Nous sommes en train de voir. La musique se joue en live. C'est vrai, avec les machines aujourd'hui, on peut devenir musicien facilement. Mais sur la scène, c'est autre chose. Pour découvrir le vrai musicien aujourd'hui, il faut aller sur la scène. Parce qu'en studio, tout peut se fabriquer. Mais sur la scène, si vous n'êtes pas artiste, ça veut dire que vous n'étiez pas artiste. Et quand on dit je suis né artiste, c'est faux. C'est vrai, on peut avoir la musique dans le sang, mais il faut renforcer les capacités. Et c'est pour ça que nous avons créé ce centre, pour renforcer les capacités des acteurs, des artistes et les mettre sur la scène. Pour les autorités de la commune de Misrété, l'avènement de ce centre reste une aubaine pour la formation des artistes musiciens locaux. Symphorien vient de jouer sa partition et c'est pourquoi nous devons l'encourager. Nous devons le féliciter et aussi demander également à toutes les bonnes volontés de l'accompagner, de l'aider. La commune va jouer sa partition parce que pour nous, c'est un centre que nous devons aussi exploiter. Pour le promoteur du siège des arts et de la culture, une bonne relève artistique passe par la multiplication de ce genre de centres un peu partout sur toute l'étendue du territoire national.